Bon, bonjour à tous. Je vais quand même parler un petit peu puisque vous êtes tous là à nous attendre en attendant qu'on arrive à faire venir les deux autres personnes qui restent. Juste, je vais juste rappeler rapidement les toutes petites règles de notre webinaire pour éviter que ça devienne une petite cacophonie. On va donc être normalement on était cinq. Là on est trois sûrs à être sur le panel. On attend encore les deux autres personnes. Mais l'idée, c'est qu'on ne va pas donner la parole aux autres pour des questions, parce que vous êtes assez nombreux et on a peur qu'on n'arrive plus à s'entendre. En revanche, vous pouvez, normalement sur votre écran, vous avez la possibilité de converser. Donc, faut pas hésiter à nous envoyer des questions écrites. Et on essaiera d'y répondre tout au long du webinaire, qui doit durer qu'une heure normalement. Et s'il y a des questions pour lesquelles on n'a pas eu le temps d'apporter des réponses, on vous enverra à tous un email qui répondra par écrit à vos questions. C'est une petite règle qu'on essaie de mettre en place pour maintenir un certain calme. On n'est pas là pour porter atteinte à votre liberté d'expression, évidemment, mais c'est simplement pour que le débat puisse être un petit peu ordonné. Je vais laisser la parole à Fadel, qui est le chargé le coordinateur de PLAF en Afrique de l'Ouest. Je pense que vous connaissez tous Fadel en tant que fondateur de Y'en a marre et citoyen et activiste particulièrement engagé au Sénégal, mais dans de nombreux pays d'Afrique francophone aussi. On a eu la chance que Fadel accepte de rejoindre notre ONG récemment. Et en tant que chargé de projet pour l'Afrique de l'Ouest, il va modérer et coordonner notre actuel débat. Mhm. Ben, merci beaucoup Henri. Donc je remercie tout le monde qui a bien voulu participer à cette discussion qui Covid oblige. On essaie de continuer à faire notre travail dans le champ qui est aujourd'hui déterminé par la pandémie de la COVID-19. Comme Henri l'a dit tout à l'heure, moi j'ai été nommé coordonnateur sous-régional de la plateforme africaine, de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Cette plateforme, Henri va y revenir tout à l'heure, depuis sa création, cherche à lutter contre la corruption avec un axe très spécifique dans le paradigme de la protection des lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, comme vous le savez, c'est des personnes qui, dans le cadre de leur travail, notent des manquements ou des nuisances à l'intérêt public, décident de sonner l'alerte, de sonner l'alerte pour donc endiguer ce phénomène que nous le savons en Afrique est une des principales gangrènes. Un de nos plus grands problèmes en Afrique pour l'épanouissement des peuples africains, c'est la corruption. Parce que c'est par la corruption que tout est possible. C'est par la corruption que certaines cellules se perpétuent au pouvoir. C'est par la corruption que nos États sont aujourd'hui déstabilisés. J'ai envie de dire que aujourd'hui, la situation au Mali, la crise que nous connaissons en ce moment au Mali, on peut dire que grandement, ça vient aussi, ce n'est que des manifestations, des problèmes causés par la corruption. Donc, la plateforme protège les lanceurs d'alerte et aussi doit développer le lancement d'alerte dans le continent. Donc, je vais d'abord introduire Henri, qui est le directeur du PLAF, exécutif du PLAF. Il va nous présenter c'est quoi le travail du PLAF, qui est en train d'être fait en ce moment, et en même temps répondre à des questions qui sont déjà posées sur la plateforme, à savoir en tant que comptable, en tant que fonctionnaire, comment PLAF peut protéger, comment PLAF peut encourager le lanceur d'alerte, le lancement de l'alerte en tout cas de manière générale. Donc, Henri va revenir sur les outils du PLAF et comment le PLAF travaille. Ensuite, dans un deuxième temps, on va donner la parole à Fadia. Fadia Koulibaly, pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez. C'est un lanceur d'alerte malien, c'est un des rares lanceurs d'alerte maliens aujourd'hui connus. Il va revenir sur son travail, ce qu'il a eu à faire, ses difficultés, les problèmes rencontrés, ses procès en cours, et nous parler pratiquement de son propre procès en cours qui est un cas illustratif des cas de lanceurs d'alerte en Afrique de l'Ouest. Après, on avait prévu de donner la parole à Clément Dembélé, je viens de l'accrocher avec le téléphone, il est en train de se connecter. Lui aussi nous parlera de son travail en tant qu'activiste de la lutte contre la corruption au Mali, ce qu'il a eu à faire, les difficultés rencontrées,
c'est d'intervenir avec la justice ou est-ce qu'il a... Et le dernier intervenant serait une plateforme de la société civile malienne est en train de travailler sur comment faire pour faire avancer la loi pour la protection des lanceurs d'alerte au Mali. Donc, il doit en principe revenir sur le travail qui est en cours et comment aussi des interactions avec le PLAF. Donc, sans plus tarder, pour ne pas encore plus de temps davantage, mais en s'excusant d'abord en dernier lieu sur le retard de ce webinaire, lié aussi à des difficultés techniques, je donne la parole à Henri et ensuite nous poursuivrons le débat. Merci Henri et c'est à vous la parole. Merci Fadel, et encore oui, je réitère les excuses de Fadel. Désolé pour ces petits retards dus à des soucis techniques. Merci infiniment à tous ceux qui sont présents sur cet appel, ce webinaire. J'imagine que c'est pas évident un lundi après-midi pour vous d'être présent. Mais vraiment, je pense que même si ce webinaire a été préparé dans un délai très court, on a pu constater par les questions qui nous ont été envoyées, par le nombre de personnes qui se sont inscrites au départ et qui peut-être n'arrivent pas à se joindre à nous, qu'il y avait un vrai intérêt pour ce sujet au Mali. On est tous témoins de ce qui se passe actuellement au Mali, même à distance de ce qu'on peut lire et les bribes d'informations que l'on reçoit. On voit bien que la population est particulièrement mobilisée, notamment dans la lutte contre la corruption, contre la mauvaise gouvernance, et qu'il y a une vraie volonté de changement ou de progrès. Et évidemment, nous ne pouvons que saluer la détermination et la mobilisation de l'opinion malienne de vouloir aller de l'avant pour plus de bonne gouvernance. Et je pense que PLAF, ça s'inscrit un tout petit peu dans ce changement. PLAF, c'est la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, PPLAAF. Elle a été créée en 2017 par des avocats, des activistes, des journalistes d'investigation, des juristes, dans le but d'apporter un soutien, une protection juridique à celles et ceux qui veulent révéler des activités illégales au contraire à l'intérêt général dont ils auront été témoins, notamment dans le cadre de leur activité professionnelle. Et ces personnes, ces lanceurs d'alerte, font face à des situations où, donc notamment dans le cadre de leurs relations professionnelles, vont être les témoins de crimes, de détournements, de délits, d'activités contraires à l'intérêt général. Et ce qu'on entend par activités contraires à l'intérêt général, c'est pas seulement des activités qui sont illégales, mais des activités qui portent atteinte à l'opinion, à l'intérêt du peuple ou à l'intérêt général. Par exemple, ça va être le cas de l'optimisation fiscale. Sans être illégale, elle peut être quelque part immorale et porter atteinte à l'intérêt général. Et donc, ces personnes, ces lanceurs d'alerte qui vont se retrouver témoins de ces activités et qui ne vont pas accepter ces activités, dont leur conscience, leur morale va être ébranlée, vont vouloir y mettre un terme. Alors, comment mettre un terme à une pratique courante, systémique, dans une entreprise, une société, une banque, une administration, tout en essayant de garantir sa sécurité? C'est la réponse que cherche à apporter la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Donc, ce que PLAF fait, c'est permettre de donner un lien de communication avec ces personnes qui veulent lancer l'alerte, un lien de communication censé être protégé pour pouvoir dialoguer avec cette personne, lui expliquer quelle est la meilleure stratégie, faire une étude des risques que pourrait entraîner le lancement d'alerte pour cette personne et évaluer ensemble le droit positif tel qu'il existe dans le pays donné pour donc évaluer le risque à la fois juridique, judiciaire, mais aussi malheureusement parfois le risque physique. La deuxième chose, c'est que si cette personne décide d'aller de l'avant dans le lancement d'alerte, on peut l'aider à le faire. Alors le lancement d'alerte, ce n'est pas nécessairement une divulgation publique de ce qui s'est passé. Ça peut être d'abord d'aller voir sa hiérarchie, d'aller voir son patron, son boss, et de lui dire que vous n'êtes pas d'accord avec l'activité et que vous voulez y mettre un terme. Mais lancer l'alerte, ça peut être aussi prendre cette information et aller voir les autorités judiciaires ou les autorités compétentes dans le but qu'elles s'emparent de ce dossier pour y mettre un terme.
Et enfin, la troisième possibilité, c'est de rendre l'information publique, soit par l'intermédiaire de la presse, soit par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Et donc, le but de PLAF, c'est d'accompagner ces personnes dans ce processus d'alerte, de signalement, afin de garantir à la fois la sécurité du lanceur d'alerte, mais aussi l'impact que cherche à obtenir le lanceur d'alerte. Parce que le lanceur d'alerte peut avoir envie d'exposer un grand problème pour la société et donc de le faire publiquement, mais le lanceur d'alerte va peut-être vouloir simplement qu'une pratique interne à une société qui soit illégale cesse, et pour cela, donner la possibilité à sa hiérarchie d'y mettre un terme, ou alors d'aller voir une autorité judiciaire ou administrative pour l'endiguer. Alors, ce qu'on va faire aussi avec le lanceur d'alerte, c'est qu'on va étudier les informations qu'il a avec lui. Par exemple, un lanceur d'alerte qui vient avec nous avec des dizaines de milliers de documents, on va analyser ces documents pour essayer d'évaluer leur crédibilité et par là même évaluer la crédibilité du lanceur d'alerte. Et on va prendre ces informations et on va enquêter sur ces informations, on va les approfondir pour voir qu'est-ce qu'il y a exactement derrière cette alerte, qu'est-ce que nous pourrions révéler de plus large et voilà, comment faire en sorte que l'objectif recherché par le lanceur d'alerte puisse avoir un impact. Et enfin, pour les lanceurs d'alerte qui voudraient être publics plutôt que anonymes, on va les aider à avoir une image, c'est-à-dire les aider à avoir une image publique, à les orienter dans leur communication et leur stratégie. Et évidemment, ceux qui voudront rester anonymes, on va s'efforcer de maintenir leur anonymat en créant des partenariats, par exemple, avec des médias ou des journaux pour s'assurer que ces derniers respectent l'anonymat et la protection du lanceur d'alerte. Car évidemment, la presse est l'allié historique des lanceurs d'alerte. Nous travaillons le plus possible main dans la main avec la presse dans les limites où c'est ce que cherche le lanceur d'alerte. Et on le fait dans le but d'avoir le plus grand impact possible tout en assurant la protection aux lanceurs d'alerte. Et enfin, la dernière chose que l'on fait à PLAF, c'est de donner du conseil, de l'expertise pour les gouvernements ou les autorités locales ou régionales qui souhaiteraient se doter de lois progressistes de protection des lanceurs d'alerte. Par exemple, une ONG ou des députés vont venir vers nous pour nous demander un coup de main, une expertise sur la rédaction de telle ou telle législation. Car nous, c'est pas notre objectif d'aller vers les pays ou les États ou les gouvernements pour leur dire dotez-vous de ces lois-là, car à notre avis, ça ne sert à rien de le faire s'il n'y a pas une volonté politique locale initiale à la base d'un changement législatif. Et auquel cas, nous sommes évidemment prêts à coopérer. Mais nous ne sommes pas dupes. C'est-à-dire qu'un gouvernement peut avoir envie d'adopter une loi de protection des lanceurs d'alerte pour faire bien, mais derrière, ne pas respecter un minimum d'indépendance du pouvoir judiciaire ou certaines libertés fondamentales liées notamment au procès équitable. Donc, une loi de protection des lanceurs d'alerte, c'est une bonne chose, mais encore faut-il qu'elle puisse être exécutée et garantie par le pouvoir judiciaire du pays en question. Alors, je vais juste vous donner un tout petit exemple, peut-être pour vous aider à comprendre la définition telle qu'on l'entend du lanceur d'alerte, et puis après, je laisserai la parole à Fadel. Un des exemples les plus connus des lanceurs d'alerte que nous aidons, c'est un citoyen congolais qui s'appelle Jean-Jacques Lubumba, qui travaillait dans une banque à Kinshasa. Et au sein de cette banque, il a vu beaucoup de malversations, des détournements, des activités illégales qui bénéficiaient à l'entourage du président d'alors, Joseph Kabila. Quand il a vu cette information, parce qu'il en avait évidemment, ça l'exaspérait au plus haut point, sa dignité était vraiment touchée de l'intérieur, il est allé voir la hiérarchie de la banque pour dire qu'il fallait y mettre un terme. Or, le directeur de la banque, à ce moment-là, était le frère adoptif de Kabila. Donc, lui-même n'a pas beaucoup apprécié qu'on vienne critiquer les activités au sein de la banque. Et du coup, il a menacé Jean-Jacques Lubumba, qui s'est retrouvé obligé de fuir son pays et de demander l'asile dans un pays en Europe, où PLAF l'a aidé un petit peu à obtenir l'asile et l'a accompagné dans la divulgation des informations qu'il avait, notamment avec la presse. Et certains de ces éléments d'information ont été partagés avec certaines autorités de poursuite dans différents pays. Et voilà, donc Jean-Jacques Lubumba, aujourd'hui, il a retrouvé du travail, il vit en France, et c'est devenu un acteur clé de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Il incarne au mieux l'exemple de la personne qui, tout en lançant l'alerte, va pouvoir le faire
tout en s'offrant une autre vie derrière et une continuité de carrière. Et juste là, pour Jean-Jacques Lumumba, on parle de corruption, de détournement d'argent, mais PLAF est évidemment là pour les lanceurs d'alerte qui voudraient révéler des abus au sein de la police, par exemple, ou des violations des droits de l'homme perpétrées par une armée ou par un groupe rebelle. On est aussi là également pour aider celles et ceux qui voudraient dénoncer des crimes environnementaux ou écologiques. Nous ne nous cantonnons pas à la question de la corruption et de la kleptocratie, même si depuis le lancement de PLAF, ce n'est que des questions de corruption et de kleptocratie que les lanceurs d'alerte cherchent à révéler. Voilà, je te rends la parole, Fadel, et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire, on sera ravis, on sera ravis d'y répondre. Merci beaucoup, Henri. Je pense que c'était très clair. Vous avez même répondu aux questions qui étaient déjà posées au niveau de la plateforme. Comment PLAF peut accompagner des jeunes qui sont des auditeurs, des comptables dans des infrastructures publiques ou privées et qui sont exaspérés parce qu'ils voient comment PLAF pourrait les accompagner à devenir des lanceurs d'alerte sans trop de risques. C'est dire que forcément, il y a un risque en décidant de lancer l'alerte. C'est une forme d'engagement, le lancement d'alerte. Donc, forcément, ça comporte des risques. Il y a des gens qui perdent leur boulot, il y a des gens qui sont menacés de mort, il y a des gens qui sont contraints à l'exil. Il y a des gens aussi, non seulement ils ont perdu leur boulot, mais ils sont encore en procès contre leur entreprise. Et aussi, même dans ce processus, dans cette procédure, ils subissent encore le coût de la corruption. C'est le cas de Fadjala Koulibaly, qui est un lanceur d'alerte malien, auditeur comptable dans une boîte. Il a eu à révéler des choses. Aujourd'hui, il a un procès contre son entreprise. On va lui donner la parole. Il va revenir sur le lancement d'alerte au Mali et des combats qu'il a eu à mener. Fadjala, vous avez la parole. Fadjala, ton micro est coupé. Voilà. Ok, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Ouais. Ok, et moi je suis Fadjala Koulibaly, comme vous l'avez dit tantôt. Je suis auditeur comptable qui a été recruté dans l'une des plus grandes structures dans le monde paysan au Mali comme responsable administratif et financier. Alors, comme l'a dit Henri, effectivement, grâce à mes expériences dans les cabinets d'expertise comptable et d'audit, et quand je suis venu dans la structure, je me suis rendu compte qu'il y avait une anarchie totale dans la gestion des fonds que la structure recevait. Et ces fonds, ce sont des dizaines de milliards qui ont été dilapidés. Alors, j'ai commencé d'abord par mettre des procédures administratives, comptables et financières sur place pour sensibiliser les membres du conseil d'administration à effectivement rendre transparent la gestion des fonds. Parce que pour comprendre un peu la structure elle est dans la capitale malienne à Bamako, mais les bénéficiaires directs sont de plus de 4 500 000 personnes, essentiellement des producteurs de coton. Alors, au début, je suis allé dans l'idée, je me suis dit, peut-être ils ne connaissent pas les procédures de gestion comptable et financière. Alors, j'ai commencé par proposer ces procédures qui, malheureusement, ont été refusées, précisément par le président du conseil d'administration, en tout cas, qui était l'organe habilité à valider tout document qui est proposé aux membres du conseil d'administration. Alors, depuis 2015 presque, j'ai tenté de mettre des procédures en place et je me suis toujours buté au refus des personnes, effectivement, qui étaient au sein de cette mafia. Alors, en 2016-2017, j'ai commencé, comme l'a dit Henri, à attirer l'attention du président du conseil d'administration qui était mon supérieur hiérarchique direct, à travers des courriers. Et ces courriers, je les désignais en objet de difficulté d'obtention des pièces comptables. Parce qu'il y avait certaines pratiques qui se faisaient, qui, à travers mes investigations, j'arrivais effectivement à m'en rendre compte, mais dont déjà on ne m'associait plus par le fait que j'ai dit qu'il faut effectivement améliorer la gestion. La situation a continué comme ça en 2016, 2017, 2018. Et en 2019,
effectivement, j'ai essayé d'attirer l'attention des autorités judiciaires sur la pratique qui s'est faite au niveau de la structure en saisissant le procureur chargé du pôle économique et financier à travers un courrier de dénonciation des faits de malversation. Et cela, effectivement, a valu mon licenciement au sein de la structure de façon abusive. Et quand le licenciement est intervenu, j'ai engagé une procédure au niveau du tribunal de travail pour licenciement abusif. Après avoir fourni mes contrats de travail, toutes les documentations que j'avais, le tribunal m'a effectivement donné raison que j'ai été licencié plutôt par ma méthode à imposer une bonne gestion financière au sein de la structure. Alors, nous avons fait le premier procès qui a été délibéré le 2 décembre 2019 et nous avons gagné parce que la structure, mon avocat avait demandé un dédommagement de 200 millions de francs CFA parce que, étant donné que je suis jeune et que je suis cadre, je suis marié, soutien de famille et que le fait d'arrêter mon travail de façon abusive comme ça, en tout cas dû à des pratiques que certains s'adonnaient, et malheureusement, on n'a pas eu les 200 millions, mais la structure a condamné, le tribunal a condamné la structure à nous payer 50 millions de francs CFA. Alors, ces 50 millions, comme je l'ai dit, la pratique qui se faisait au sein de la structure, c'est tout un réseau, parce que les membres du conseil d'administration sont au nombre de 17, plus 4 collaborateurs, plus moi. C'est que ces 4 collaborateurs déjà étaient du côté de ceux qui faisaient ces pratiques-là. Alors, j'étais presque seul contre tous. Alors, effectivement, ça a quand même abouti. Vous avez dû suivre sur les réseaux sociaux. Le président du conseil d'administration a été arrêté et mis en prison. Plus 4 personnes, 3 personnes qui sont en prison avec lui, ce qui fait 4. Et 5 personnes sont placées sous contrôle judiciaire. Et moi-même, j'ai beaucoup aidé la justice parce que j'ai dû faire une séance d'une semaine de formation des magistrats et des enquêteurs qui étaient chargés des dossiers pour comprendre les lignes comptables et comprendre effectivement les lignes éligibles aux dépenses de la structure. Et effectivement, comment ils mettaient en place le mécanisme de sortie des fonds qui s'avoisine à coût des milliards. Et malheureusement, le fait qu'on a gagné le tribunal au niveau, le procès au niveau du tribunal de travail, ils ont fait appel au niveau de la cour d'appel, qui est une autre instance judiciaire. Alors, au niveau de la cour d'appel, ils n'ont pas pu contester l'objet abusif du licenciement. Mais ironie du sort, les montants de dommages et intérêts qui étaient fixés à 50 millions, plus à environ 5 millions de droits, ils ont cassé ces dommages et intérêts à 5 millions de francs CFA. Alors, ce qui veut dire que, même si on ne le dit pas, c'est que les juges ont dû prendre des choses avec eux et effectivement casser le montant de dommages et intérêts de 50 millions à 5 millions de francs CFA. Alors, mon avocat a fait appel pour que nous puissions nous voir en pourboire et nous sommes à cette phase-là. Et nous avons demandé qu'il faut effectivement annuler le jugement de la cour d'appel qui n'a pas pu contester l'illégalité du licenciement, qui n'a pas pu donner d'arguments pour effectivement casser le montant de dommages et intérêts. Même malgré tout, ils ont ramené les dommages et intérêts de 50 millions à 5 millions de francs CFA, ce qui, à mon avocat, selon mon avocat, est tout à fait un sabotage de la procédure. Et nous le savons parce que la structure en question, c'est la CSCPC, qu'on appelle Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali. Une structure qui a en son sein des milliards qui recevait chaque année suite au supplément de rémunération des prix du coton. Alors nous sommes là. Pour ce qui concerne le volet, effectivement, malversation, la procédure est en cours, mais nous constatons chaque jour qu'effectivement, il y a des personnes qui font tout pour tenter de saboter, faire des pressions sur le juge d'instruction, faire des pressions sur le procureur en question pour que la procédure vraiment puisse stopper, parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées. Et personnellement, en plus d'avoir perdu mon job, effectivement, j'ai reçu suffisamment de menaces de mort. J'en reçois presque chaque semaine, soit des parents directs ou indirects des intéressés,
ou même de certains membres du conseil d'administration. Mais comme je l'ai dit, il s'agit des faits qui sont là où il faut quelqu'un aujourd'hui prendre le risque de dénoncer ces pratiques-là. Et moi, j'ai pris ce risque-là et j'ai décidé même de mener ce combat-là. C'est que je suis aujourd'hui avec beaucoup d'autres jeunes qui sont dans l'administration, qui sont dans d'autres structures, dont les mêmes pratiques se font, mais qui aujourd'hui, ils ont peur aussi de dénoncer parce que certains se disent, s'ils perdent leur emploi, c'est évident que ces mêmes personnes ont le moyen de soudoyer la justice et de piétiner leurs droits et peut-être qu'il y a certains même qui risquent leur vie parce que c'est tout ce fait-là qui font que certains aujourd'hui n'ont pas le courage d'aller jusqu'au bout. La raison pour laquelle j'ai posé la question tout à l'heure et puis Henri l'a répondu de passage, moi, je voudrais aujourd'hui que nous faisons tous les efforts nécessaires pour que la corruption puisse vraiment diminuer dans nos pays, voire disparaître. Parce que tous les maux dont souffrent nos États aujourd'hui, en réalité, sont les faits directs de la corruption. Et je le dis tout le temps, j'ai été beaucoup aidé par le professeur Clément parce que quand j'ai mis certaines documentations à la disposition de sa plateforme PCC pour la lutte contre la corruption, et cette plateforme m'a beaucoup soutenu et a fait beaucoup de démarches aussi auprès du procureur pour effectivement appuyer les dénonciations qui ont été faites. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les autorités même se méfient un peu de ce dossier-là. Mais aujourd'hui, beaucoup d'autres appuis seront les bienvenus pour que ces procédures puissent arriver jusqu'à leur terme et dédommager des millions de producteurs de coton qui sont dans nos villages, qui sont dans nos hameaux, qui perdent leur argent pour les faits de quelques de 10, voire une dizaine de personnes. Et ce sont ces faits-là aujourd'hui que nous nous sommes engagés à mener ce combat de la lutte contre la corruption. Et si Dieu le veut, nous irons jusqu'au bout. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fadiala, excusez-moi parce que je reste encore en contact avec Clément Dembélé qui devra intervenir. Il a eu de réels problèmes de connexion. Okay. Il me demande là de lui renvoyer le Zoom pour voir. Je vais en profiter pour poser une question à Fadiala. Ouais. Vas-y, Fadiala, est-ce que je trouve que votre combat est formidable et très représentatif du chemin de croix qu'ont à traverser des personnes comme vous qui veulent lancer l'alerte et dénoncer la corruption. Si j'ai bien suivi, vous avez d'abord essayé de faire en sorte que cette pratique s'arrête au sein de votre société en allant directement voir votre supérieur hiérarchique et que finalement, comme ça n'a pas marché, vous êtes allé devant les autorités de poursuite ou les autorités judiciaires. Et malgré tout cela, donc vous avez suivi le canal normal, exemplaire du lanceur d'alerte. Malgré cela, vous faites quand même l'objet à la fois de menaces de mort et de tentatives et de représailles, ce qui est malheureusement le lot habituel de beaucoup de gens dans votre situation. Et ça, je le regrette et on pourra peut-être voir comment on peut vous aider. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est juste que vous expliquiez qu'est-ce qui vous a poussé à lancer l'alerte au départ. Alors, et comme je le disais tantôt, j'ai eu la chance d'exercer dans les cabinets d'expertise comptable pendant 4 années en tant qu'auditeur senior, ce qui fait que j'avais déjà une idée des pratiques qui se passent au sein de nos structures. Et même au cabinet déjà, j'étais tout le temps en désaccord avec mon patron sur certains faits. Alors, pour ce qui concerne la structure proprement dite, je vous ai dit qu'effectivement, c'est 4 500 000 bénéficiaires directs. Le secteur coton au Mali, c'est 4 500 000 bénéficiaires directs. Et moi, toute ma famille produit du coton. Je peux même dire que dans la zone de Kita, qui est la filiale Ouest CMDT, mon grand frère est l'un des grands producteurs par hectare du coton parce qu'il fait plus de 2 tonnes à l'hectare chaque année. Alors, en tant que frère et fils d'un producteur de coton, moralement, je ne pouvais pas m'asseoir et regarder quelques personnes dilapider ces milliards qui viennent, qui devaient servir justement à former ces producteurs-là pour effectivement qu'ils puissent augmenter la production à l'hectare
pour qu'ils puissent entreprendre d'autres activités génératrices de revenus en saison sèche, mais que ces fonds, malheureusement, ont été pris en otage par une dizaine de personnes au sommet à Bamako ici. Alors, consciencieusement, je me suis dit que je ne peux pas cautionner des pratiques comme ça. Effectivement, j'ai non seulement alerté le président du conseil d'administration qui était mon chef direct, et je l'ai même écrit un courrier. Et c'est depuis que ce courrier, effectivement, lui a été remis à main propre par moi-même, qu'effectivement, les menaces ont commencé et toutes les tracasseries possibles ont commencé. Les menaces de mort, je vais te licencier, effectivement, et jusqu'au jour où, effectivement, il m'avait été proposé de l'argent que j'ai refusé, parce qu'on m'a quand même proposé 30 millions pour, effectivement, accepter de laisser la pratique continuer, chose que j'ai refusée. Et c'est à la suite de tout cela que j'ai décidé de saisir le procureur par courrier de dénonciation. Et automatiquement, ils ont pu avoir l'information que j'ai saisi le procureur et ils ont automatiquement pris la décision de licenciement. Donc, ce qui vous a poussé, c'est votre indignation, votre morale en a pris un coup et votre sentiment civique vis-à-vis de vos frères et sœurs qui souffraient de ces malversations, c'est cela? Tout à fait. Et aujourd'hui, est-ce que vous regrettez d'avoir mené ce combat ou au contraire, vous dites que vous avez la tête tranquille parce que vous avez fait ce que votre morale vous a poussé à faire? Bien sûr, je suis du genre à réfléchir que je n'ai de juge que ma conscience. Alors, j'ai dit aujourd'hui que j'ai fait ce qui devait être fait. Et même si c'était à refaire, j'allais le refaire. Et je vous le dis, hein, grâce à ce combat-là, presque toutes les documentations qui viennent de la justice me contactent d'abord pour avoir une opinion sur la crédibilité des documentations. Parce qu'effectivement, ils n'arrêtent pas de fabriquer des pièces comptables par-ci, par-là. Mais grâce à mes connaissances, à mes formations comptables, je peux savoir que effectivement, telle pièce est de moralité douteuse ou telle pièce est de moralité fiable. Et à chaque fois qu'ils envoient des pièces soi-disant des justificatives, le juge d'instruction me contacte effectivement pour aller voir et me prononcer sur la crédibilité de ces pièces. Et c'est à la suite de cela, justement, que les menaces continuent parce que selon eux, je dois effectivement dire au juge que ces pièces sont correctes pour que ces personnes puissent avoir peut-être une aire de sortie. Et malheureusement, comme je l'ai dit, c'est un combat que j'ai décidé en âme et conscience de mener et je l'ai décidé d'aller jusqu'au bout. C'est sans pression de qui que ce soit qui va me renoncer effectivement à mener ce combat. Et je sais que même si c'était à refaire, je suis en contact presque avec tous les paysans aujourd'hui de ce monde rural-là qui n'arrêtent pas de m'appeler, qui n'arrêtent pas de m'encourager et qui me disent que grâce à ce combat-là que j'ai mené, qu'aujourd'hui, pour la première fois, ils arrivent à avoir des fonds au niveau des coopératives de village et des hameaux pour mener leurs activités. Ce qui est déjà un impact positif. Félicitations, oui, de ce que vous dites, c'est très fort. Donc, votre lancement d'alerte a quand même permis d'avoir un impact. Et malgré les représailles dont vous avez fait l'objet, vous ne regrettez pas du tout votre acte. Et si vous aviez à le refaire, sans doute, vous le referiez. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que nous, on pourrait faire pour vous aider aujourd'hui? Alors, c'est ce que j'avais dit. Ce qu'on pourra faire aujourd'hui pour m'aider, c'est effectivement m'aider à ce que je puisse au moins bénéficier d'une justice équitable au niveau de la procédure sociale. Parce que quand même, mes dommages et intérêts de 50 millions pouvaient me servir, même si je ne retourne plus dans la même structure, à entreprendre une autre activité et mettre même un réseau sur place pour effectivement aider à travers ma modeste contribution à lutter contre la corruption, peut-être en convergence, en harmonie avec la plateforme. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que beaucoup de comptables me contactent, beaucoup d'auditeurs, beaucoup d'inspecteurs des finances qui sont dans le rouage de l'administration me contactent, qui me disent que effectivement, nous voyons ces pratiques-là à longueur de journée, mais nous ne savons pas comment faire. Alors, je conseille certains d'écrire les organes de contrôle et malheureusement, ces organes de contrôle-là aussi sont corruptibles parce que si vous devriez venir vérifier une malversation de 2 milliards et qu'on donne 100 millions aux vérificateurs, évidemment, ça a une incidence sur leur mission. Alors, moi, je leur dis ce que vous pourriez faire, alerter au maximum qui est possible, comme moi je le faisais, ne vous découragez jamais d'écrire. S'ils viennent, si on leur donne quelque chose pour qu'ils les retournent, ayez le courage encore de les réécrire pour qu'ils puissent revenir. Et multiplier effectivement les informations. Un jour, vous allez tomber sur quelqu'un effectivement qui va vous aider, comme ça a été mon cas avec professeur Clément, qui m'a effectivement beaucoup aidé quand même dans ce combat-là.
Et Fadel, peut-être que je vais te poser une question à toi qui a été à la pointe des mouvements citoyens et de l'activisme citoyen au Sénégal et ailleurs. Comment tu penses que l'action de Fadiala peut s'inscrire dans une action plus générale et plus collective, notamment au Mali, pour mettre un terme à la corruption? Ce que je veux dire, c'est que quel lien tu vois entre un agissement individuel d'un lanceur d'alerte comme Fadiala et le mouvement collectif que l'on voit actuellement au Mali et qui pourrait continuer, en tout cas cette faim et cette soif pour plus de bonne gouvernance. Comment une personne peut aider la collectivité à changer et vice-versa? Mais je pense que Fadiala est une parfaite illustration de l'action, de la pertinence de l'action d'un lanceur d'alerte. À un niveau individuel, je pense qu'il est en train de faire un travail extraordinaire alors qu'il n'est pas encore linké. Quand il le faisait, il n'était pas dans une plateforme. Il n'avait pas l'appui du PCC du professeur Dembélé. Il l'a fait en âme et conscience en tant que citoyen. Et je dis que le lanceur d'alerte, c'est avant tout aussi de la citoyenneté active. C'est avant tout aussi un fort désir de rendre au plus grand nombre le bénéfice qu'il doit avoir. Et je pense que ce que Fadiala vient de décrire est une parfaite illustration de tout cela. J'avais dit au départ, quand nous avons rejoint la plateforme de protection des lanceurs d'alerte, que isolément, on ne peut pas, c'est bien de travailler seul. C'est bien si on ne trouve personne. On n'attend pas d'appartenir à une plateforme pour agir. C'est extrêmement bien. Mais c'est encore mieux si on arrive à avoir cette synergie des différentes entités des forces vives d'une nation. Ce que par exemple, Fadiala Koulibaly fait, si une fois qu'il a lancé l'alerte, encore que c'est une entreprise publique, si c'est l'ensemble de la société civile qui s'approprie le combat, qui disent que, écoutez, ce que Fadiala dit, ce n'est pas une affaire de Fadiala, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire du bien public. On a beau défendre les droits humains, on a beau, et pas que les organisations de la société civile et des droits de l'homme, même les organisations politiques. Parce que si on milite pour la bonne gouvernance, si on milite contre la corruption, on ne peut pas non plus abandonner un citoyen qui, avec les moyens du bord, est seul, souvent dans sa structure, mène ce combat-là de la sorte. Donc, je pense qu'il nous faut arriver à faire ces jonctions-là. Et je pense que c'est tout l'intérêt de la plateforme au niveau africain, en tout cas au niveau de la sous-région. C'est tout ce qu'on doit déployer et ce qu'on va arriver à faire. C'est essayer de linker, de mettre les gens qui sont complémentaires, mais souvent chacun travaille de manière isolée. La société, surtout les acteurs des mouvements citoyens, parce que je sais qu'au Mali, il y a beaucoup de mouvements citoyens, il y a beaucoup d'artistes très, très, très engagés. S'ils sont tous mis autour de l'alerte lancée par Fadiala, non seulement il n'est pas seul, mais ceux qui sont chargés de le juger, ils vont penser à deux fois avant de le nuire parce qu'ils savent que ce n'est pas une personne isolée, mais c'est un élément, c'est un membre d'un ensemble qui est fort et qui protège très bien ses membres. Voilà. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on arrive à cette synergie-là. Au-delà, et là, c'est parce que ce sont les prochaines étapes, la meilleure manière d'aider Fadiala dans son combat, d'abord, oui, il faut l'assister dans ses procédures juridiques. Oui, il faut rendre visible aussi son combat. Il ne faut pas que ça reste juste c'est lui qui va aller faire ses procès, c'est lui, non. Aux prochaines échéances, il faut que le monde entier, que l'Afrique entière sache qu'il y a un militant, il y a un jeune citoyen qui a remarqué des choses qui sont nuisibles à l'intérêt général, il est en train de mener le combat et que tout le monde y aille avec lui. S'il n'est pas isolé, je pense que les juges penseront à deux fois avant de faire n'importe quoi. Et c'est cette interaction-là qu'il faut créer. Il faut reconstituer un grand puzzle où lui, il est un membre essentiel et important, mais qu'il ne soit pas seul, qu'il ne soit vraiment pas seul dans ce combat. Et ça, il faut mettre les activistes, que ce soit des artistes ou non, des organisations des droits de l'homme. C'est dommage que Sékou n'est pas là parce que Ahmed Sékou Diallo, ils sont en train de travailler au niveau du Mali, comment faire pour faire avancer la législation sur la protection des lanceurs d'alerte. C'est extrêmement important. Sans que vous vous êtes jamais rencontré, il est en train de faire avancer la loi pour protéger des gens comme vous. Mais c'est important que vous soyez ensemble, que vous discutez, parce que c'est vous, les lanceurs d'alerte, qui connaissez aussi les meilleures manières de vous défendre. C'est vous qui connaissez à quoi vous êtes confronté en entreprise et quelles sont
des véritables problèmes. Donc, il faut arriver à cette discussion-là et à ces synergies-là pour vraiment faire avancer la chose. Après cela, je voudrais quand même intervenir un peu sur le coton parce que c'est un dossier qui touche le coton. Et donc, c'est un dossier à enjeu stratégique, c'est extrêmement important. Le coton au Mali est emblématique comme l'arachide au Sénégal. Nous tous, nous avons participé dans le cadre du Forum social africain ou dans le cadre du Forum social mondial, touche pas à lutter contre les actions de Bretton Woods sur la commercialisation et sur la subvention du coton dans d'autres pays. On s'est battu pour que le producteur malien puisse s'autosuffire et puisse vraiment vivre de son agriculture. Mais si on se rend compte que malgré tout ce tollé international, nous luttons contre ces grandes institutions qui asphyxient, qui étranglent les petits producteurs africains, mais qu'au sein de nos propres pays, il y a des goulots d'étranglement qui ne sont pas visibles et qui continuent d'asphyxier davantage nos producteurs. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Et c'est des systèmes qui sont organisés. Une agence comme ça, qui est censée aider les pauvres, les villageois qui sont vulnérabilisés sur des longues périodes et qui n'ont que leur récolte. Et il y a je n'ose même pas dire intellectuels, mais des fonctionnaires qui organisent tout le système de pillage des ressources de ces pauvres paysans-là. Et que voilà, ça devait être une question nationale. Ce n'est pas une question qui doit toucher que Fadjala, ce n'est pas que le combat de Fadjala. C'est un combat aussi important que les combats politiques qui font qu'aujourd'hui les gens descendent dans la rue. Parce qu'ici, c'est l'épanouissement du peuple qu'il s'agit. Il s'agit de vulnérabiliser des gens qui ont des familles et à partir desquelles, voilà, il n'y aura pas de bonne éducation pour leurs propres enfants s'ils n'arrivent pas à rentrer correctement dans le fond. Le système de la corruption juste au niveau du coton, ça touche tout un système qui appauvrisse mais un grand nombre de personnes. Donc voilà, et je pense c'est en cela que, encore une fois de plus, je reviens à mon propos de dire qu'il nous faut arriver à ces synergies-là. Il faut que les différents acteurs qui combattent tous la corruption ou qui sont dans les DDH, les défenseurs des droits de l'homme, mais chacun est champion dans son domaine et dans des vases clos. On s'enferme, on est tous dans des enclosures. Il faut décloisonner les espaces, les différents espaces, créer des passerelles et avoir des mécanismes qui nous permettent de continuer à interagir, même si chacun reste dans son domaine, mais qu'on continue à interagir. Et s'il y a des cas aussi symboliques comme celui de Fadjala, que ce soit l'affaire de tous, et de manière d'abord au plan national, mais ensuite au plan africain, et ensuite au plan mondial, pour que les gens ne se sentent pas seuls et scellés dans leur combat. Maintenant, Henri, je vois qu'on n'a toujours pas Dembélé malgré les multiples tentatives. Nous n'avons non plus Sékou Ahmed malgré les multiples tentatives. Peut-être que je vais prendre une ou deux questions qui étaient déjà posées sur la plateforme, que je vais vous poser que ce soit à toi ou à Fadjala. Et puis, on va essayer de répondre à ça. Avant, parce qu'il nous reste à peu près 5 minutes. On avait dit de 15 heures, peut-être qu'on prendra 15 minutes parce qu'on était très en retard. Et voilà quoi. Si vous permettez, bien sûr. Il y a ici une question. Quels sont les déterminants de la corruption en général et au Mali en particulier? L'insécurité peut-elle être facteur de la corruption au Mali? Je réponds ou c'est M. Henri qui va répondre? Bon, je pense que Fadjala est plus habilité à répondre à la question de la corruption au Mali. Nous, on a des techniques. Ok, alors moi je pense qu'au Mali, je pense plutôt que c'est le contraire. C'est plutôt la corruption qui a entraîné l'insécurité grandissante que nous connaissons aujourd'hui. Et malheureusement, l'un des facteurs déterminants de la corruption au Mali aujourd'hui, c'est l'injustice. Parce que si la justice ne fait pas correctement son travail, ça n'encourage personne à aller de l'avant. Si on arrive effectivement à servir une justice aujourd'hui à la population, même ceux qui s'adonnent à dépraver les biens de l'État, je pense qu'ils vont réfléchir 2 fois avant de le faire. Ça, c'est un peu la vision que de la corruption. Si vous prenez des 91 à nos jours, ça a trouvé que j'étais un peu petit, mais je ne me rappelle pas que quelqu'un soit pris. Je ne me rappelle pas au Mali que quelqu'un soit pris et jugé et condamné dans le cadre de la corruption et que le monde entier en soit témoin. Ça ne s'est pas encore produit. C'est que tout ce combat que nous menons finit généralement en queue de poisson. Les personnes finissent par débloquer quelque chose et même les juges
qui sont courageux, qui veulent mener le combat, malheureusement, se trouveront découragés à la fin. C'est parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui cette injustice qui a fait que la corruption a gangréné tout le système au Mali. Et nous vivons aujourd'hui les conséquences directes de cette corruption-là, qui est l'insécurité, qui est effectivement l'arrivée des djihadistes et tout le reste. C'est un peu ça ce que je voulais dire sur cette question. Oui, et si je peux compléter, je pense malheureusement que la corruption, elle est partout. Elle est dans quasiment tous les pays du monde. Parfois, elle est totalement généralisée et puis parfois, elle est plus spontanée, plus localisée, plus circonscrite. Et je pense que l'une des raisons principales qui explique pourquoi il y a tant de corruption au Mali, mais je pense aussi à d'autres pays de la région, c'est dû au fait que les institutions de l'État sont trop faibles. C'est dû au fait que l'État n'est pas assez présent, le pouvoir judiciaire n'est pas assez présent et parfois il y a un manque de volonté politique pour lutter activement contre la corruption. Je pense qu'un pays comme le Mali ou d'autres pays qui vont avoir une aide internationale importante, une aide budgétaire de l'étranger qui est importante, doit tout mettre en place pour utiliser cette aide, notamment pour être plus transparente et pour lutter efficacement et réellement contre la corruption. La corruption et la lutte contre l'impunité, c'est un petit peu la même chose. C'est des cancers qui gangrènent le continent et empêchent aux Maliens ou aux Tchadiens ou aux Sénégalais de montrer leur véritable potentiel et de véritablement bâtir un avenir. Et donc, il faut en permanence consolider les institutions. Et il y a des moyens pour le Mali aujourd'hui, s'il y a une grosse volonté politique, de se doter de réglementations, d'institutions, de parquets financiers qui soient réellement en mesure de mettre un terme à la corruption. On a vu que l'activisme du professeur Dembélé a permis le déclenchement d'enquêtes et de procédures. Ça montre que parfois, même en n'étant pas dans l'État, on peut arriver à amener, à pousser les institutions à bouger. Mais il faut toujours les mettre face à leurs obligations et à leur responsabilité d'agir dans la lutte contre la corruption pour le bien du peuple. Fadel, je te rends la parole. Oui, mais j'allais te poser cette question aussi qui est posée par Kadijara, plutôt Ibrahim Saban. C'est comment aider notre camarade Fadjala si nous savons bien qu'au Mali, aucune loi n'existe pour la protection des lanceurs d'alerte à sa connaissance. Vu qu'il est membre de la coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté au Mali. Voilà, mais je pense que cette question aussi, elle est déjà répondue. Je pense que la première réponse que nous pouvons apporter, c'est une réponse citoyenne. C'est de ne pas le laisser seul. C'est de s'informer, de savoir ce qui se passe et de l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire. Après, il y a une réponse technique que le PLAF pourra apporter. Nous, au niveau du PLAF, on va voir, effectivement, j'en ai déjà discuté avec Fadjala, comment on va l'accompagner dans son combat. Mais il y a une réponse citoyenne et malienne d'abord. C'est que tous les acteurs qui sont là, on est tous mobilisables pour des questions politiques, souvent, on est tous dans la contestation, on est tous très mobilisables, mais sur des questions comme ça de corruption avérée, on a tendance à en faire le combat de celui qui le porte. On le laisse seul y aller. Alors que non. Je pense que c'est des cas comme ça, il faut en faire des cas emblématiques, que tout le monde mobilise avec lui et autour de lui et en faire un véritable combat de tout le monde. Voilà. Ce n'est pas le combat de Fadjala, c'est le combat de tout le monde. Et ça, nous, en tant que dans le cadre de nos mouvements citoyens, on a aussi un grand rôle à jouer. Parce qu'une fois que le lancement, que l'alerte est ainsi lancée, il faut que les mouvements citoyens, les activistes s'approprient le combat. Ils en font leur propre affaire. Et c'est des passerelles qu'il faut créer, mais aussi il y a de l'autosaisine. Il faut que chacun s'autosaisisse et se dise que voilà, maintenant que je suis au courant d'un tel cas de corruption dans mon pays, je dois accompagner le mouvement, faire en sorte que, voilà, que ça ne reste pas impuni. Fadjala a souligné quelque chose de très intéressant à mon avis. Il a parlé d'injustice. J'ai parlé plutôt d'impunité. C'est la question de l'impunité. C'est partout en Afrique. Ici au Sénégal, c'est pareil. On se bat
souvent contre un régime politique parce que, et on se bat contre des gens parce que nous sommes au courant des cas de corruption, nous sommes au courant du népotisme, du clientélisme, bref, de la kleptocratie. Et après, les leaders politiques vont se retrouver entre eux, discuter, et il n'y a pas de justice, il n'y a rien du tout. On fait des alternances sans faire le bilan. On ne fait pas le point. Il y a une impunité totale qui est garantie à tous les militants pour la plupart des partis au pouvoir. Ici au Sénégal, nous avons l'habitude de dire d'ailleurs que la meilleure manière de te recycler si vous êtes épinglé dans un cas de corruption, c'est de rentrer dans le parti au pouvoir parce qu'il y a une impunité qui est presque garantie. Et c'est cette impunité-là qui donne l'impression aux autres citoyens, à ceux qui sont dans des postes de responsabilité, qu'ils peuvent jouer avec l'argent du contribuable, qu'ils peuvent jouer avec l'intérêt du plus grand nombre et il ne se passera absolument rien. Donc il y a aussi cet autre combat qui est la lutte contre l'impunité qui ne peut pas aller aussi sans la lutte. Parce que la lutte contre la corruption ne peut pas aller loin si l'impunité est garantie à tous ceux qui ont des acquaintances soit avec le régime ou des gens du pouvoir ou qui ont les moyens en tout cas d'acheter la justice. Donc voilà, c'est là où on en est. Donc Henri, si vous permettez, je pense qu'il faut qu'on s'excuse auprès de tous les participants de l'absence de Clément Dembélé qui continue d'insister. Au moment où je parle, je reçois encore un autre SMS de lui qui continue de dire qu'il essaie de se connecter, mais ça ne marche pas. Ahmed Sekou Diallo aussi, qui avait pris l'engagement de participer à ces échanges pour nous décrire les efforts qu'ils sont en train de faire au niveau de sa plateforme des organisations de la société civile malienne pour faire avancer la loi sur le lancement, sur la protection des lanceurs d'alerte. Je pense que c'est un travail important aussi au niveau de la législation qu'il faut faire. Il y a un travail de lobby à faire, il y a un travail de formation à faire. Donc, tout ça, il devait nous en tenir de ça. Malheureusement, il n'a pas pu être là et nous n'avons pas pu le joindre depuis ce matin aussi. Pourtant, il avait déjà donné son accord. Donc, on s'excuse auprès de tous les participants pour tout ça. Et vous dire de continuer à poser vos questions. S'il y a des questions, vous pouvez continuer à les poser sur la plateforme. Nous, on va tout récupérer et après, on va essayer de faire une réponse globale à toutes les questions. On enverra à chaque participant. Donc, sur ça, je vais laisser la parole au directeur Henri et voilà, et remercier tout le monde de sa participation. Oui, merci beaucoup Fadel. Et encore une fois, vraiment désolé à tous ceux qui voulaient entendre le professeur Dembélé et Ahmed. On est aussi déçus que vous qui n'ayez pas pu se joindre à nous. Je viens juste de lire une petite question que je trouve très pertinente sur la question des ONG de défense des droits de l'homme. Je pense en effet que PLAF n'est pas la seule ONG ou la seule association ou le seul groupe de personnes que vous pouvez venir voir quand vous êtes un lanceur d'alerte. Nous avons une certaine expertise, on a une communauté de gens qui sont à votre disposition pour vous aider, mais si à côté de chez vous, il y a une ONG de défense des droits de l'homme qui est sérieuse, ou si vous pouvez avoir un avocat qui vous paraît sérieux et disponible, il ne faut pas hésiter à aller les voir et discuter avec eux sous le sceau de la confidentialité de ce que vous pouvez faire en tant que potentiel lanceur d'alerte. Vous pouvez venir vers nous, mais vous aurez aussi peut-être plus confiance en quelqu'un qui a pignon sur rue, qui habite à côté de chez vous et qui est évidemment plus sensible à votre réalité locale que Fadel ou que moi ou que d'autres personnes qui vivons à l'étranger. Et donc du coup, aller voir une ONG de défense des droits de l'homme avant de prendre la décision de lancer ou non l'alerte, c'est une bonne chose. S'appuyer sur une ONG de protection des droits de l'homme pour se faire bien conseiller et aller de l'avant, c'est une bonne chose également. Donc n'hésitez pas à le faire en général. Et puis je vous remercie tous d'être venus ici. Je crois que vous avez encore beaucoup de choses, de combats et de luttes à mener au Mali actuellement. Nous suivons avec beaucoup d'attention ce qui se passe et vous avez vraiment tout notre soutien. Tant il faut être courageux aujourd'hui quand il faut lutter contre la corruption et pour une meilleure gouvernance. On réessayera de faire un nouveau webinar dès que ce sera possible, uniquement sur le Mali, en espérant que les personnes qui devaient discuter soient présentes. Et Fadel et moi prenons l'engagement que PLAF viendra vous voir réellement au Mali, à Bamako, dès que les vols seront à nouveau possibles.
Et évidemment, nous suivons avec beaucoup d'attention, évidemment, la procédure dont fait l'objet le professeur Dembélé. Son procès commence le 1er juillet. Est-ce qu'il est poursuivi parce que c'est un acteur politique? Est-ce qu'il est poursuivi pour diffamation? Ou est-ce qu'il est poursuivi parce que il a efficacement lutté contre la corruption et montré du doigt certaines pratiques qu'il fallait cesser? C'est toutes ces questions qu'évidemment nous posons tous. Mais aujourd'hui, nous apportons notre soutien à toutes celles et tous ceux qui luttent contre la corruption. Et PLAF se tient prêt à travailler avec la plateforme du professeur Dembélé pour plus efficacement protéger les lanceurs d'alerte tout en luttant contre la corruption. Voilà, c'était le mot de la fin en ce qui me concerne. Merci à tous et j'espère à très bientôt.